Ok. Kirdima Ishila Hukum. Ça, vous entendez, vous n'entendez pas. Kirdima Ishila Hukum fi Tchad. Et donc, officiellement, des généraux en service disent à des gens qui s'engagent pour la justice et l'égalité qu'ils ne doivent pas le faire parce qu'il ne faut jamais laisser un chrétien ou un sudiste occuper les responsabilités suprêmes dans ce pays. Parce que ce n'est pas acceptable pour un musulman d'accepter d'être dirigé par un chrétien. Ces choses-là, je vous les révélerai encore dans des vérités plus crues. Et vous pensez que nous allons accepter que dans un même territoire appelé le Tchad, que certains Tchadiens se considèrent au-dessus d'autres Tchadiens et les disqualifient parce qu'ils ne prient pas de la bonne manière, parce qu'ils ne mangent pas les bonnes choses, parce qu'ils ont une identité qui n'est pas la leur, etc. Ceci n'est pas acceptable. Tant que ces hypocrisies-là ne prendront pas fin, nous n'avons rien à faire ensemble. Moi, je suis en train de me battre, c'est pour la dignité de l'être humain. Parce que je suis convaincu d'une chose. Je suis créé à l'image de Dieu. C'est pour ça que je suis égal aux Maghrébins, que je suis égal aux Américains avec lesquels j'ai étudié, que je suis égal aux Français avec lesquels j'ai étudié. Vous me regardez là, j'ai eu une tête de quelqu'un qui peut se dire, je suis égal aux enfants des colons qui considéraient nos ancêtres hier comme des sous-hommes, qui se considèrent égal aux Arabes, aux Juifs, aux Américains, aux Français, que moi j'accepte de venir au Tchad dans mon pays pour être considéré comme un citoyen de seconde zone par quelqu'un qui se dit tchadien et partageant la nationalité avec moi. Nous n'avons rien à faire ensemble. Je le traiterai de la même manière que je traite un colon ou quelqu'un de peau blanche qui considère que quand vous êtes de peau noire, vous êtes un sous-homme. Pourquoi est-ce que vous voulez que ces choses-là, nous les ignorons? Nous devons mettre fin à ces hypocrisies-là. Si nous voulons un Tchad uni, nous avons des solutions d'égalité, de diversité, etc. Mais ces hypocrisies que certains se disent dans les églises, dans les mosquées, dans les souks, dans leurs bureaux, dans leurs familles, le moment est venu d'arrêter avec cela. Parce que si cela ne s'arrête pas, nous n'avons... Ok. Donc, on va demander aux téléspectateurs de participer. Si vous avez une opinion concernant ce que Masra a dit, vous pouvez joindre la discussion. Vous pouvez cliquer les liens. D'accord? Donc, en entendant, on va commencer avec Anthony sur d'autres termes. Donc, Anthony, ça va? Oui, ça va, bon Dieu merci. Bonsoir. Bonsoir. Oui, je vous reçois à 100%. Okay. Je voudrais aussi profiter pour saluer les spectateurs, ceux qui nous suivent en direct. Voilà, que ça soit une information pour chacun, parce que c'est une télévision qui donne des informations, tout en Afrique, particulièrement au Tchad. Donc voilà, ceux qui nous suivent, qu'ils soient attentifs, et on leur demande vraiment de participer à ce débat qui est aussi tellement intéressant et édifiant. En ce qui me concerne, j'ai deux sujets à présenter aux téléspectateurs. Un sujet qui concerne l'affaire Madeleine Niken, appelée communément Madi. C'était une affaire qui date depuis 2007. Concernant la disparition d'une fille âgée à peine 4 ans en 2007, une fille d'origine britannique, la fille de Monsieur Jerry et Madame Kate Niken. Voilà, cette fille était en vacances dans un complexe hôtelier au Portugal. Et à l'absence de ses parents, cette fille était portée disparue
à l'âge de 3 ans, à peine 4 ans, en 2007. Les enquêtes ont été engagées par l'État allemand qui a vu un de ses concitoyens suspecté dans cette affaire parce que c'était un multirécidiviste sexuel, M. Christian Bruckner, a été soupçonné dans cette affaire de la disparition de Madeleine Niken. Et donc, les enquêtes ont été engagées précipitamment par l'État allemand qui était saisi de l'affaire parce que un des ressortissants de ce pays qui a été mis en cause. Et une autre enquête aussi qui a été menée par, conjointement par l'État britannique, le Royaume-Uni et le Portugal. Et ces enquêtes n'ont pas trouvé des issues favorables jusqu'à ce que cette année encore, il y a une fouille qui a été menée conjointement par l'armée allemande, portugaise et britannique dans le lac situé dans la commune de Silves, au barrage d'Arad. La région d'Algarve, où Christian a l'habitude de faire ses forfaits. Donc, la fouille a été menée, mais par la suite, ils n'ont trouvé que des vestiges d'animaux. Donc, l'enquête n'a pas révélé clairement l'identité de la personne mise en cause pour cette disparition de la fille Madeleine Niken, appelée communément Madi. Sinon, après cette date, cette fouille, il y a un nouveau suspect aussi, allemand, qui a été révélé, mais celui-ci n'a pas été révélé de nom. Parce que la police allemande a suspecté également cet homme, un homme multirécidiviste qui a violé tant de mineurs, qui a eu des précédents surtout sur les mineurs. Donc cet homme est aussi suspecté, mais son nom n'a pas été révélé. Voilà un peu l'information concernant l'affaire Madi. Ok, tu me reçois très bien? Oui, très bien. Ok, on peut continuer sur l'autre sujet que tu... Voilà, donc les deux sujets concernent, j'ai retenu ces deux thèmes qui concernent beaucoup plus l'affaire des enfants. Parce que c'est comme ça que l'idée a été orientée. Il y a une autre affaire également portant sur le sort des enfants, la traite des enfants. Une affaire qui s'est déroulée au Cameroun, appelée affaire Kobaya Jean. Cette femme qui est supposée une femme d'affaires, parce qu'elle elle a fait ses affaires d'abord, c'est une Camerounaise, elle est d'origine camerounaise, elle a fait ses affaires un peu au Nigeria. Quelques années plus tard, elle est repartie au Cameroun, mais en complicité avec une femme, ils ont ouvert un restaurant. Le restaurant s'appelle Jésus Restaurant. Donc, c'est un restaurant qui offre des menus d'une certaine qualité extraordinaire. Et donc, beaucoup de clients veulent se faire des premières places dans ce restaurant. Il y a des gens qui quittent même des kilomètres pour venir déguster le repas de ce restaurant. L'élément que les gens ont apprécié,
ça fait que les gens étaient même en rang, hein, en file indien pour trouver. Il y a des gens qui commandent même hein, le repas avant d'être préparé. Donc, il était révélé que les chairs humaines que les gens préparent dans ce restaurant pour servir aux clients. Et cette femme, hein, appelée Kobaya Jeanne, en complicité avec la propriétaire de ce restaurant, ont tué la fille de cette dernière, la fille de Kobaya Jeanne. Ils ont charcuté pratiquement le corps, les pieds, les mains et autres, et la tête. Et ils ont arrangé de telle sorte pour aller à la cuisine. Mais un voleur était entré dans le lieu, il a trouvé la tête de l'enfant et les restes de corps qui ont été arrangés hein, pour passer à la cuisine. Voilà l'affaire qui a fait la toile des actualités au Cameroun pendant cette semaine. Est-ce que c'est pour la première fois est-ce que tu penses qu'ils avaient utilisé la chair humaine pour servir dans les restaurants avant que l'affaire soit découverte? Oui, parce que certainement, on dit toujours quand le voleur est surpris, il dit que c'est sa première fois de faire l'action, certainement. Donc, du coup, quand on a trouvé que les gens ont tué l'enfant et ils ont arrangé la chair de l'enfant, ils ont charcuté de telle manière que cela puisse passer à la cuisine, on s'est dit d'emblée que le restaurant offrait des chairs humaines aux clients. Parce que tellement que la viande était délicieuse pendant les clients, ça attirait les clients. Donc, ça dit qu'il y a quelque chose qui ne marchait pas. Et beaucoup de clients qui mangeaient dans ce restaurant sont venus témoigner que c'est exceptionnel. Ça a un goût très exceptionnel. Donc, certainement, ça laisse soupçonner que, évidemment, c'est la chair humaine que les gens consommaient. C'est du cannibalisme. C'est dégoûtant. C'est une histoire horrifique. Franchement. Ouais. Donc, c'est pour informer à l'opinion qu'il y a des restaurants terribles. Il y a des choses terribles qui se passent dans cette société. Donc, la question est de savoir, est-ce qu'au Tchad, si on prend l'exemple du Tchad, puisqu'il y a beaucoup de gens qui ont des intentions diaboliques pour exploiter les enfants, est-ce que nous avons des mesures pour protéger les enfants? Puisque vous êtes sans ignorer qu'il y avait des dizaines d'années, n'est-ce pas, l'Arc de Zoé. C'était une organisation qui a volé des enfants tchadiens envers la France. Donc, on ne va pas oublier cela, puisqu'il y a beaucoup de formes. Il y a beaucoup de formes des organisations ou des individus qui sont là pour exploiter les enfants, pour peut-être pour atteindre leurs objectifs. Je pense qu'il y a des gens qui pensent qu'on va, je ne sais pas, avec des magies, ils vont peut-être vendre les enfants à d'autres pour avoir de l'argent et tout ça. Anthony, est-ce que tu m'arrives à m'entendre puisque ça... Allô? Il semble qu'on a toujours un problème avec les réseaux. Donc, en attendant, je vais demander à ceux qui nous suivent de participer. La question du jour est de savoir, est-ce que Succès Masra a tort ou a raison? Anthony, je n'arrive pas à t'entendre là.
Allô? Pas du tout. Je ne sais pas ce qui se passe. Oui, je disais, il y a un petit problème de connexion tout à l'heure. Ouais. Et ça vient d'être rétabli. Je ne sais pas si vous m'entendez. Ouais, maintenant, je disais si il y a des mesures de protection pour les enfants au Tchad, puisque vous êtes sans ignorer qu'il y avait quelques années des enfants tchadiens qui étaient volés par une organisation française qui était, comment on appelle, Arc de Zoé, n'est-ce pas? Oui. Donc, il y a toujours des organisations, il y a des individus qui sont là, qui sont mal intentionnés, ils ont des ambitions diaboliques pour exploiter les enfants. Est-ce qu'il y a des mesures euh, pour la protection des enfants au Tchad? Oui, au Tchad, comme dans tout autre pays, il y a des mesures. Il y a des mesures qui sont d'ordre législatif, c'est-à-dire que il y a des lois. Il y a des lois dans chaque pays qui sont relatives à la protection de l'enfant. Même les conventions sur le plan international, le Tchad a ratifié plusieurs conventions relatives à la protection de l'enfant. Mm-hmm. Mais au Tchad, toujours, est-il qu'il y a un problème d'application parce que même le Tchad, il y a des choses terribles qui se passent au Tchad. Parce que le problème d'application et le souci de protéger les êtres humains n'est pas vraiment pris au sérieux. Parce que cette histoire de droit de l'enfant, aujourd'hui, au Tchad, semble avoir du mal à être garanti. Et il n'y a pas de suivi, il n'y a pas de suivi, il y a un problème sérieux d'application, comme je disais. Là encore, vous allez vous rendre compte que pas récemment, il y a des individus qui attaquent même les enfants, des petits-enfants. Ils tuent les enfants et rien ne se dit, même le gouvernement ne dit pas un mot. Hein, vous trouvez que devant de telles situations, est-ce qu'on peut dire que l'État se soucie même du droit de l'enfance dans ce pays? Non. Mais si l'État a déjà adopté des mesures draconiennes envers l'exploitation des enfants, maintenant il s'agit de les enforcer, puisque c'est très important. Puisque je vais te donner un exemple. Par exemple, ici aux États-Unis, il y a des compagnies qui sont en train d'endoctriner les enfants pour être des homosexuels et des lesbiens. Oui. Donc, nous sommes dans des conditions vraiment très dangereuses. C'est un endoctrinement, puisqu'ici, ils veulent les endoctriner pour être des homosexuels ou des lesbiens. D'accord? Donc, nous avons la responsabilité de protéger ces enfants qui sont innocents, qui ne savent rien, right? N'est-ce pas? Donc, nous avons, en tant qu'État et en tant que parents, nous avons prendre des mesures draconiennes puisque certaines institutions, quand il s'agit de certaines compagnies et puis certains systèmes scolaires veulent endoctriner les enfants pour être des homosexuels ou des lesbiens. D'accord? C'est très dangereux. On vit dans des moments très dangereux. Donc, il y a une idéologie qui va influencer les enfants sans l'avis des parents. D'accord? Ça veut dire on fait des manières vraiment très sophistiquées, surtout dans les cadres de l'éducation, pour endoctriner les enfants. C'est ça. Je pense qu'il faudrait qu'on fasse attention à cela, puisque ce qui se passe aux États-Unis a tendance à influencer d'autres pays.
D'accord? Donc, Ouais, justement. j'espère que les autorités qui sont là, ils devraient renforcer en ce qui concerne les mesures qui protègent les enfants. C'est ça. Nous sommes Ce qui se passe aux États-Unis est très semblable parce que cela dépend d'une culture, hein, d'un peuple à un autre. Et ici au Tchad, c'est une autre forme parce que vous savez que le Tchad vit depuis longtemps des conflits, hein, il y a des tendances, des rébellions qui ont été formées et vous allez voir que dans ces groupes de rebelles, depuis la nuit du temps, c'est les leaders, hein, de ces rébellions-là engagent beaucoup plus de petits-enfants. Ce sont des petits-enfants qu'on les engage dans le conflit armé. Même l'enlèvement des enfants pour les engager derrière les animaux, c'est-à-dire les enfants bouviers. Vous allez trouver la plupart, 70% des enfants bouviers aujourd'hui sont des mineurs. On les engage dans des travaux forcés. Il y a des enlèvements des enfants contre rançon. Tout ça, c'est des choses qui se passent dans ce pays. Et donc, si effectivement il y a des mesures, comme je parle de textes d'application, si le gouvernement applique réellement les textes dans leur rigueur, je crois que aujourd'hui, on serait déjà à un niveau, hein, de garantie ou bien de la protection des enfants de tel enseigne que ces désordres-là ne puissent pas encore se produire de manière répétitive. Donc, voilà un peu ce qui manque sérieusement en matière de protection de l'enfant. Donc, j'interpelle le gouvernement à prendre ses responsabilités face à ce problème, le problème de traite d'enfants, hein, qu'il y ait vraiment une application de textes en vigueur relatifs à la protection de l'enfant. OK. Donc, on va demander aux téléspectateurs, ceux qui nous suivent, de participer. Vous pouvez cliquer sur le lien. Donc, la question du jour est de savoir est-ce que Succès Masra a raison ou tort? Donc, on va réécouter ce qu'il dit, d'accord? Et on va décortiquer, d'accord? Attends une seconde. OK. Certaines de responsabilités. La Houkoum. Ça, vous entendez, vous n'entendez pas. Et donc, officiellement, des généraux en service disent à des gens qui s'engagent pour la justice et l'égalité qu'ils ne doivent pas le faire parce qu'il ne faut jamais laisser un chrétien ou un sudiste occuper les responsabilités. Donc, on va essayer d'intervenir au fur et à mesure pour décortiquer ce qu'il dit. Donc, maintenant, il dit qu'il y a des généraux qui pensent qu'ils disent, je ne sais pas, d'une manière publique ou d'une manière secrète, que Kurdimar, pour dire que ceux qui sont du Sud ne pourront pas être au pouvoir. Oui. Donc, est-ce que c'est un sentiment, est-ce que c'est quelque chose qu'on peut prouver? Ou, il dit que c'est officiel. Donc, voilà. Comment moi, je ne suis pas du genre de personne qui apprécie positivement les gens ni négativement. Et je ne suis pas également un politicien pour interpréter certains discours politiques. Toutefois, je crois que Masra... Non, on veut se focaliser sur la validité de ces propos. Si, très bien, c'est par rapport à ça aussi. Ces propos ont un fondement réel dans la société tchadienne. C'est ça ce qu'on peut dire. Parce que mon intention, c'est de trouver
un consensus pour tous les Tchadiens. Il faudrait qu'on s'unisse, puisque depuis longtemps, on s'entre-déchire. Et puis, il y a des rébellions par ici, par là. Cela ne va pas vraiment avantager le Tchad. Oui. D'accord? Donc, on veut créer une identité tchadienne, puisque jusqu'à là, il y a des gens qui ne se sentent pas tchadiens. Ça veut dire qu'on est tellement divisé. D'accord? Oui. Donc, il faudrait qu'on arrive à s'unifier malgré nos différences ethniques, malgré nos appartenances régionales, malgré nos appartenances religieuses. Il faudrait qu'on arrive ensemble pour s'unifier, puisque sans l'unité, il n'y aura pas de progrès. D'accord? Donc, il faudrait qu'on arrive à s'unifier, c'est très important. Et je suis vraiment, ça me fait mal au cœur de voir la division se propager à chaque fois. C'est ça. Nous avons des ennemis extérieurs. Il faudrait qu'on arrive à nous unifier, et puis le Tchad détient énormément de ressources, d'accord? Et ces ressources seront bénéfiques pour tout le monde. D'accord? Mais pour qu'on puisse bénéficier de ces ressources, il faudrait qu'on arrive à s'unifier, avoir une vision unique pour le Tchad. D'accord? Tu peux ajouter ce que tu veux dire. Oui, justement, parce que c'est vrai. Ce que Masra dit révèle beaucoup plus certaines vérités. Là, il faut le dire en face parce que on ne doit pas mâcher les langues du bois. Oui, oui. Masra est en train de révéler les choses, les vérités dans ce pays. Parce que non seulement, même si on pourrait dire qu'il se base sur de propos que les Tchadiens n'ont pas écoutés peut-être pour parler ici, mais il est en train de dire des choses vraies qui se passent dans ce pays parce que la plupart, on a lu sur les réseaux sociaux beaucoup de généraux, même des soldats qui font des vidéos et qui font des publications en vidéo et des publications en écrit. Tout ça pour dire que non, tant que les nordistes ou bien les musulmans sont dans ce pays, le Tchad, aucun chrétien ne gouvernera et aucun sudiste ne prendra le pouvoir. Ils ont des armes. Bon, c'est un témoignage, hein, c'est un témoignage. Même ceux qui ont été arrêtés, par exemple, par rapport à l'événement du 20 octobre 2022, il y en a qui ont même témoigné parce que quand on déportait ces manifestants vers le nord, c'est sous les injures hein, et sous des paroles pareilles hein, pour dire que vous êtes des sudistes, vous êtes des Sahara, vous voulez du pouvoir, on va vous tuer. C'est-à-dire c'est des paroles comme ça qui poussent peut-être Succès Masra à dire clairement les choses dans leur contexte. Donc, on ne peut pas dire qu'il a complètement tort ou en raison parce que c'est des choses que tous les Tchadiens vivent. Même aujourd'hui, beaucoup de camps de musulmans, de musulmans ou de nordistes sont en train de rejeter ce que les gens font. Parce que on sait que... Je voudrais intervenir, Anthony. Je voudrais intervenir. Oui. Donc, en ce qui concerne... mais ça veut dire, ce qu'ils disent, cela sous-entend qu'il y a il y a un point de vue commun chez les nordistes, ceux qui sont du nord, ouais. Pour dire que ça sous-entend que les nordistes ne veulent pas que le pouvoir soit dans les mains
de ceux qui sont du Sud. Non. Mais je ne pense pas que cela est vrai, puisque il n'y a pas un consensus, d'accord, chez les nordistes pour dire que les sudistes ne devraient pas être au pouvoir, puisque même les nordistes, ils sont exclus du pouvoir. Il faut se rappeler très bien, puisque ce pouvoir, c'est un pouvoir clanique, d'accord? Ça fait plus de 30 ans qu'ils sont au pouvoir. C'est une seule ethnie, d'accord? Même si je suis vraiment pour les efforts que le président actuel fait, le président de transition, pour unifier le Tchad, je suis pour ça, d'accord? Je suis pour le dialogue. Le fait qu'il a fait des efforts pour faire le dialogue, n'est-ce pas? C'est un bon, c'est bon, mais j'entends souvent, surtout ceux qui sont du clan, ils disent qu'ils travaillent pour nous, d'accord? Mais c'est très étonnant, puisque on penserait que c'est un président qui appartenait à tous les Tchadiens, mais parce qu'il est de certaines ethnies, d'accord? Ceux qui sont de ces ethnies pensent qu'il travaille pour eux. D'accord? Donc, c'est beaucoup plus un pouvoir clanique. Il devrait surmonter cette vision-là. Il devrait, cette perception, d'accord? Cette réalité, je pense, c'est une réalité. Il devrait surmonter cela et pour être un leader visionnaire, un leader qui appartient à tout le monde, d'accord? Un leader qui surmonte, d'accord, les divisions ethniques, les divisions claniques, les divisions régionales, d'accord, les divisions politiques, d'accord. Il faudrait qu'il arrive à faire ça. Sinon, il va être toujours considéré comme un leader qui travaille uniquement pour un clan. Oui, justement, bon, sans vous couper la parole, parce que quand vous parlez des efforts, par exemple, que le président actuel est en train de faire, pour unir, si vous voulez, pour appeler l'union de Tchadiens, moi, ces efforts-là, pratiquement, beaucoup ne voient pas, parce que quand vous prenez pour une action, par exemple, le dialogue n'a pas été un dialogue inclusif, parce que le dialogue en tant que tel n'était qu'une facette, hein, parce que en réalité, s'il y a le dialogue entre les Tchadiens, si le dialogue était véritablement inclusif, aujourd'hui, on ne serait pas à ce niveau où aujourd'hui, il y a complètement un désordre qui s'est installé juste après la clôture du dialogue. Juste, vous rendez compte que après la clôture du dialogue, il y avait des manifestations du 20 octobre qui étaient ensanglées. Donc, en réalité, tout le monde, même les comment on appelle, politico-militaires, sont en rang dispersé. C'est-à-dire que les couches étaient complètement déchirées. Aujourd'hui, l'économie, par exemple, du pays est donc, on veut pas vraiment, on veut seulement focaliser un peu, on ne veut pas aller trop loin, puisqu'on n'a pas assez de temps. Oui, je pense que tu as raison quand tu dis que le dialogue n'est pas inclusif, puisque je suis vraiment étonné que ceux qui sont responsables, d'accord, de la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui, ceux qui sont responsables de la guerre, n'est-ce pas, ne sont pas inclus dans les dialogues. Par exemple, les facts. Justement. Les facts, ce sont eux qui ont attaqué le gouvernement, et puis on est dans une situation qui a été causée par cette guerre, n'est-ce pas? C'est ça. Et je suis surpris qu'ils ne sont pas été inclus dans les dialogues. D'accord? Si l'intention,
c'est d'instaurer la paix, d'avoir une paix durable entre tous les Tchadiens. Ils devraient être inclus dans ces dialogues. Justement. Mais maintenant, ils sont exclus de ces dialogues. Et Justement. puis, c'est les mêmes cycles qui va commencer. D'accord? La guerre qui va continuer entre les Tchadiens, la déchirure. Donc, c'est prévisible de voir qu'il y aura la guerre, puisque les rebelles sont toujours n'étaient pas inscrits dans les dialogues, dans le processus du dialogue. C'est une grande erreur. C'est une grande erreur. Ça veut dire que moi, j'encourage le président actuel de transition, puisque je supporte les efforts qu'il a fait jusqu'à là. D'accord? Je veux l'unification et la pacification du Tchad. Mais il faudrait qu'on soit sérieux là-dessus. Il faudrait qu'on soit sérieux. On tend la main à tout le monde si on veut vraiment la paix. Si on exclut certaines personnes, il n'y aura pas la paix. Il y aura toujours de la guerre entre les Tchadiens, ce qui n'est pas bénéfique pour le Tchad. Ouais. D'accord? Donc, on va continuer suprême dans ce pays, parce que ce n'est pas acceptable pour un musulman d'accepter d'être dirigé par un chrétien. Ces choses-là, je vous les révélerai encore dans des vérités plus crues. Et vous pensez que nous allons accepter que dans un même territoire appelé le Tchad, que certains Tchadiens se considèrent au-dessus d'autres Tchadiens et les disqualifient parce qu'ils ne prient pas de la bonne manière, parce qu'ils ne mangent pas les bonnes choses, parce qu'ils ont une identité qui n'est pas la leur, etc. Ceci n'est pas acceptable. Oui, je suis tout à fait d'accord. Il faudrait qu'il y ait les Tchadiens, tous les Tchadiens soient traités de la même manière, d'accord? Ouais. Si certains Tchadiens se considèrent exclus, ils sont exclus du pouvoir ou ils sont marginalisés. C'est ça. Cela va créer de l'injustice. D'accord? Quand il y a de l'injustice, il y aura des troubles politiques, puisque les gens auront beaucoup de frustration et cela ça va exploiter à certains points. Donc, il faudrait que les pouvoirs en place arrivent à traiter tout le monde, d'accord, de la même façon. C'est pas parce que tu es de certaines ethnies que tu dois dire à d'autres Tchadiens que tu es beaucoup plus, je sais pas, supérieur aux autres. Mais qui t'a donné ces droits-là? D'accord? Ouais. On est tous égaux, d'accord? Qu'on le veut ou pas. Il faudrait qu'on établisse cela. Mais aussi longtemps qu'il y a des Tchadiens qui se considèrent beaucoup plus supérieurs aux autres, parce qu'ils sont au pouvoir, cela va engendrer toujours des problèmes. Il y aura toujours, puisque d'abord la dignité humaine, puisque les gens, tu vois, ce que j'ai rencontré à travers beaucoup des années, toutes les personnes veulent le respect. D'accord? Je n'ai jamais rencontré une personne qui dit, moi, tu peux me marcher sur moi et puis dire n'importe quoi. Je suis d'accord. D'accord? Toute la population du monde veut du respect. D'accord? Il faudrait qu'on arrive à cultiver, okay, le respect envers nous-mêmes. Okay? Le respect envers d'autres Tchadiens. Sans considération ethnique. D'accord? Nous avons la diversité. La diversité ne doit pas être un point de division, un point d'oppression pour les autres. Mais beaucoup plus, la diversité, ça veut dire qu'on doit embrasser cette diversité et respecter cette diversité. C'est très important. D'accord? Donc, ce qu'il dit, moi, je suis tout à fait d'accord.
D'accord? Donc, si certains se considèrent beaucoup plus supérieurs aux autres, cela va créer des tensions. D'accord? On est tous des égaux devant Dieu. Donc, est-ce que si tu as quelque chose à ajouter, puisque... Oui, si j'ai quelque chose, c'est juste de compléter ce que vous dites, parce que aujourd'hui, les États-Unis où vous trouvez en ce moment, les États-Unis, la force de ce pays, c'est la diversité. Parce que c'est cette diversité que les gens ont exploitée jusqu'à ce que les États-Unis soient aussi puissants que d'autres pays où vous vivez aujourd'hui. Donc, en réalité, cette diversité en soi au Tchad ne doit pas être une source de problème. Mais tout ce que nous rencontrons aussi, c'est un jeu du politique. Parce que le politique veut toujours se maintenir au pouvoir. Le politique veut toujours garder ses privilèges et ses acquis au pouvoir, ne veut pas biper une seule action venant de l'extérieur pour le couper peut-être de ce réseau de pouvoir. Parce que en réalité, aujourd'hui, si vous écoutez les problèmes de nordistes, sudistes ou bien ces termes, c'est le politique qui a amené. Mais les Tchadiens en réalité ne se voient pas en ennemi, ni en adversaire, ni en termes d'appartenance du nord ou du sud. Les Tchadiens, en tant que nation, vit dans l'harmonie. Mais c'est la politique qui est en train de diviser ce peuple innocent. Ce peuple qui n'a rien à voir avec la politique. On crée des situations comme ça pour diviser. On dit, bon, celui-là, il est sudiste, celui-là, voilà un peu ces choses que la politique a pris pour en son avantage. Donc, ce que les Tchadiens doivent comprendre aujourd'hui, c'est que il faudrait qu'il y ait une conscience générale. Il faudrait qu'il y ait une conscience nationale. Que tous les Tchadiens disent non à la politique de division, disent non à ceux qui sont en train de manipuler ou bien ils prennent le pouvoir comme un appui pour opprimer telle partie du pays. Parce que aujourd'hui, vous voyez ce qui a attiré beaucoup la jeunesse derrière Dr Masra Succès, c'est que les valeurs qu'il prend, les valeurs qu'il prend aujourd'hui sont des valeurs universelles. Quand vous prenez par exemple l'histoire d'égalité, vous prenez par exemple l'histoire de la justice, qui n'aime pas la justice de nos jours, qui n'aime pas être égal à l'autre. C'est-à-dire que ce sont des valeurs universelles. Et ces choses-là, quand vous prenez ce qu'il dit en comparaison avec ce qui se vit au Tchad, il y a c'est jour et nuit. Parce que l'injustice, les Tchadiens vivent l'injustice chaque jour. La marginalisation. Anthony, je voudrais intervenir. Donc, ça veut dire qu'il faudrait qu'il y ait une conscience parmi les Tchadiens. Ils doivent savoir que, oui, même si on est au pouvoir, n'est-ce pas, c'est pas nécessaire qu'on exclue les autres Tchadiens pour s'accaparer de ressources, puisque ça fait partie de l'être humain de s'accaparer les ressources pour exclure les autres, pour s'accaparer des ressources, n'est-ce pas? Mais il faudrait qu'on dise qu'on a suffisamment de ressources, ok? Les ressources seront, tout le monde aura accès à ces ressources, mais on doit cultiver le respect, d'accord? Le respect mutuel, d'accord? C'est très important pour que la société fonctionne.
Puisqu'il y a des gens qui sont... pourquoi, tu sais pourquoi les gens veulent se maintenir au pouvoir? Pour accéder aux ressources. D'accord? Mais maintenant, il faudrait qu'on éduque les gens qu'il y a des ressources assez pour tout le monde. D'accord? On n'a pas vraiment besoin d'oppresser votre frère tchadien pour avoir plus de ressources. Donc, il y a des ressources suffisantes pour tout le monde. Mais pour qu'on jouisse de ces ressources, il faudrait qu'on arrive à avoir un respect entre nous, à s'unifier et avoir la paix et la justice dans le pays. Tant qu'on n'arrive pas à s'unifier, tant qu'on n'arrive pas à établir une paix durable, tous les efforts qu'on fait seront inutiles. D'accord? Alors, on va continuer. Tant que ces hypocrisies-là ne prendront pas fin, nous n'avons rien à faire ensemble. Moi, je suis en train de me battre, c'est pour la dignité de l'être humain. Parce que je suis convaincu d'une chose. Je suis créé à l'image de Dieu. C'est pour ça que je suis égal aux Maghrébins, que je suis égal aux Américains avec lesquels j'ai étudié, que je suis égal aux Français avec lesquels j'ai étudié. Vous me regardez là, j'ai eu une tête de quelqu'un qui peut se dire, je suis égal aux enfants des colons qui considéraient nos ancêtres hier comme des sous-hommes, qui se considèrent égal aux Arabes, aux Juifs, aux Américains, aux Français, que moi j'accepte de venir au Tchad dans mon pays pour être considéré comme un citoyen de seconde zone par quelqu'un qui se dit tchadien et partageant la nationalité avec moi. Nous n'avons rien à faire ensemble. Je le traiterai de la même manière que je traite un colon ou quelqu'un de peau blanche qui considère que quand vous êtes de peau noire, vous êtes un sous-homme. Pourquoi est-ce que vous voulez que ces choses-là, nous les ignorons? Nous devons mettre fin à ces hypocrisies-là. Si nous voulons un Tchad uni, nous avons des solutions d'égalité, de diversité, etc. Mais ces hypocrisies que certains se disent dans les églises, dans les mosquées, dans les souks, dans leurs bureaux, dans leurs familles, le moment est venu d'arrêter avec cela. Donc, est-ce que la question est de savoir, est-ce que la population du Sud, puisque il faut quand même élucider que Succès Masra est un politicien, donc parfois il utilise les frustrations des autres pour accomplir ses propres ambitions politiques, n'est-ce pas? Mais la question est de savoir, est-ce que ce qu'il dit est partagé? Est-ce que ces sentiments qu'on trouve chez la majorité des gens qui sont au Sud? Ouais, tout à l'heure, je disais que logiquement, si seulement ce qu'il disait ne reflétait pas la réalité de ce qui se passe au Tchad, moi particulièrement, je ne pourrais pas du coup ou bien très vite comme ça lui donner tort. Mais ce que Masra dit est la réalité de ce que les Tchadiens vivent. Et plus précisément... C'est pas ça ma question. Ma question est de savoir, puisque oui, lui, il dit que ceux qui sont au Sud sont marginalisés. D'accord? Mais justement, ça, c'est une triste réalité parce que... Non, attendez, je voudrais qu'on soit spécifique. Je ne voudrais pas que si quelqu'un dise quelque chose, cela veut dire que c'est vrai, d'accord? Puisqu'il y a dans le gouvernement actuel, il y a des gens qui sont du Sud qui travaillent, n'est-ce pas? D'accord? Donc, est-ce qu'il y a un sentiment général? Est-ce que ceux qui sont du Sud partagent ces sentiments? Je vous le confirme parce que ça, c'est un sentiment général de frustration. Aujourd'hui,
ce qui se passe dans le sud du pays, peut-être que vous pourriez peut-être voir un peu sur les réseaux sociaux, mais c'est une triste réalité. Parce que pourquoi on dit l'homme sudiste est marginalisé? C'est sur tout point, même dans les fonctions régaliennes de l'État, dans les fonctions de nomination, les postes de nomination, de responsabilité, dans les intégrations à la fonction publique, vous allez voir qu'il y a une injustice qui se fait sentir directement. Et cela est perçu partout. Aujourd'hui, par exemple, le conflit vers le sud, on ne sait pas les mains qui sont derrière. Aujourd'hui, il y a des cas, des villages qui sont tués chaque jour. Il y a des attaques, les gens meurent dans tous les villages du sud. Et le gouvernement ne dit mot. Mais attendez une seconde. Mais les conflits communautaires, ça a existé depuis longtemps, puisque si vous prenez, vous croyez que les gens du Nord, ceux qui sont du Nord, n'ont pas de conflits? Non, ça, ils font des conflits. Il y a des conflits. Attendez, il faudrait qu'on élucide les choses, puisqu'il y a des conflits communautaires au nord du Tchad, entre ceux qui sont musulmans, n'est-ce pas? Mais cela ne veut pas dire qu'ils se considèrent marginalisés par le gouvernement, puisqu'il faudrait qu'on dise les choses de manière claire, puisqu'il y a des conflits au nord entre les musulmans. Même les rebelles, d'accord? Les rebelles sont des gens du nord, d'accord? Je suis en train de raisonner en termes de fréquence, de conflit. C'est vrai, c'est l'insécurité au Tchad, là, on n'en dit pas assez parce que ça a d'abord commencé à Faya. Après Faya, c'était à Béché. À Béché, c'était à Mongo. Mongo, Amtiman. En fait, c'est presque toutes les provinces du Tchad. Mais dans ces cas, pourquoi on sait très bien qu'il y a des conflits qui sont au nord du Tchad, d'accord? Oui. Mais pourquoi les nordistes ne veulent pas dire que, ok, dans ces cas, on est marginalisé, d'accord? D'accord? On est marginalisé et par conséquent, on doit avoir notre propre territoire. Oui, moi je suis en train de... Ça, j'avais pris... Pourquoi la question s'applique seulement au sud? Je suis en train de vous répondre. Je suis en train de répondre parce que je parle en termes de fréquence. La fréquence de conflit et les actions du gouvernement face à ces genres de trucs. Là-bas, on pourrait parler de conflit parce que quand il y a conflit, il y a dit que deux camps s'opposent. Mais ce qui se passe actuellement, ça je vous dis, depuis presque 6 mois, ce qui se passe au sud dépasse l'entendement. Parce que c'est des cas de tuerie, c'est-à-dire c'est une attaque. On vient à 5, à 4 heures, à partir de 4 heures, 5 heures, on tue, on se déplace d'un village à un autre, on tue, on continue. C'était une chaîne, c'est-à-dire en l'intervalle de, excusez-moi, en intervalle d'une semaine, c'est plus de dizaines de villages qui sont attaqués et qui sont tués. Mais ils sont attaqués par qui, par exemple? Mais c'est ça la question. C'est ça la véritable question. Parce qu'on dit que c'est la question que les gens se posent. Ces gens-là, est-ce que ce sont des éleveurs? Personne ne le sait. Parce qu'ils sont mal identifiés. Même, il y a des qui ont été attrapés et ils témoignent. Hein? Ils donnent des témoignages, soit disant que c'est leurs frères généraux qui leur donnent des armes et qu'on leur demande d'aller tuer. Donc, vous voyez, mais il faudrait qu'on clarifie la situation pour qu'on puisse poser les responsabilités, d'accord? Ouais. Donc, qui sont ceux qui sont responsables de cette théorie? Est-ce que ce sont des ethnies, des clans? Est-ce qu'on peut établir, d'accord,
Oui. Les coupables. Moi, ce que je suis en train de dire, je ne sais pas si je me fais comprendre, mais j'ai très bien dit. Hein. Ces personnes ne sont pas véritablement identifiées. On ne sait pas quelle main qui est derrière. Parce qu'il y a des actions ou bien il y a des commissions, il y a des missions de désarmement qui se sont multipliées vers le sud du pays. Ils ont pu désarmer beaucoup de gens. Mais jusqu'à là, on ne comprend pas. Une partie de population du Sud n'est pas désarmée. Et curieusement, quand ces gens tuent, le gouvernement ne prend aucune mesure de prévention, aucune mesure pour punir réellement ces auteurs. Donc, c'est là où on se dit que les Tchadiens du Sud se disent que, mais est-ce qu'il n'y a pas complicité? D'accord, il faudrait qu'on soit clair, puisque je ne veux pas que Succès Masra utilise la confusion, d'accord, pour valider ses propos, d'accord. Il faudrait qu'on arrive à établir les coupables. Qui sont les coupables derrière ces tueries? Mais tant que la situation n'est pas clarifiée, on ne peut pas aller et puis blâmer tout le monde, n'est-ce pas? D'accord? On va d'abord établir les coupables et après, quand on arrive à établir les coupables, c'est maintenant qu'on doit exhorter les gouvernements à prendre des mesures draconiennes vers ces coupables. D'accord? Mais si on n'arrive pas à établir cela, on va aller dans une situation où on va blâmer tout le monde, mais on doit situer la responsabilité d'abord. Oui, est-ce qu'on se comprend? Parce que je me rends compte que, parce que le problème est de l'État, le gouvernement. D'abord, la mission principale du gouvernement, c'est d'assurer la sécurité de ses concitoyens. Ce qui fait dire à beaucoup de gens que le gouvernement est complice, c'est pourquoi? Parce que le Tchad, tout ce qui se passe sur le territoire tchadien, le gouvernement doit être au courant. Le gouvernement est en matière de sécurité, nous sommes les champions du monde. On exporte même la sécurité dans d'autres pays. Combien de fois quelque chose qui se passe à l'intérieur du territoire, quelque chose qui se passe sous le regard des autorités, ces autorités, Anthony, ça pourrait échapper. Anthony, je vais te couper puisqu'on n'a pas assez de temps, donc je vais intervenir très rapidement. Donc, est-ce que M. Masra est dans une logique de division, au lieu de chercher à travailler dans les systèmes pour amener des solutions, d'accord? Peut-être il refuse de travailler dans les systèmes ou peut-être il n'a pas été inclus pour trouver des solutions compréhensibles avec tout le monde, mais plutôt il est dans une logique de division et il est en train de comment on appelle, d'avoir tous les éléments qui vont dans ce sens. Vous savez, beaucoup de gens essayent de comprendre ce que dit Masra dans ses discours et beaucoup interprètent. Moi, personnellement, ce que j'ai compris à travers ces discours, c'est quoi? C'est-à-dire que le docteur Masra Succès ne lutte pas pour la division du pays. Ce n'est pas d'abord la priorité de sa politique. La politique de Masra, c'est de transformer le pays en un pays de justice et d'égalité. Sa politique vise, bon, peut-être que vous n'avez pas pris le temps de voir les textes de base qui font le parti des transformateurs. Mais ce que moi j'ai lu, c'est que l'unification, c'est-à-dire du Tchad, pour qu'il n'y ait pas un Tchadien plus supérieur que l'autre. Masra est dans cette logique-là
Mais il a dit il y a des solutions. Si on est incapable de faire en sorte que qu'il y ait l'égalité et qu'il y ait justice, qu'il y ait la cohabitation de tous les Tchadiens, il y a plus possibilité de continuer dans la division qui, pour c'est-à-dire considérer un Tchadien se considère plus supérieur qu'un autre. Donc, ce qui pourra peut-être être comme une solution, c'est la division du Tchad. Ce n'est pas la division que nous entendons du nord au sud. Non, Masra Succès parle de division de ceux qui veulent prôner la justice, de ceux qui veulent prôner l'égalité. Il peut y avoir des nordistes qui veulent la justice et l'égalité, peuvent s'arranger à son côté. Et à ceux qui veulent continuer dans l'injustice et dans l'inégalité ou qui se considèrent plus tchadiens que les autres, ceux-là peuvent aussi aller de l'autre côté. Mais Masra Succès n'a pas parlé d'une division du nord au sud. C'est ça un peu ce qui... Je voudrais noter et je voudrais dire que j'avais écrit une lettre pour inviter Masra pour une discussion, pour une conversation, n'est-ce pas? Je lui ai écrit ça, mais je n'ai pas encore eu une réponse. Parce que j'avais écrit un article il y a peut-être quelques mois, ce que je pensais de lui, de sa politique et de sa personnalité. D'accord. J'ai dit des choses qui pourront être qui sont critiques de sa politique, n'est-ce pas? Et puis de sa personne. Donc, je voudrais lui donner l'opportunité de répondre à ce que j'avais dit. Donc, moi, je suis dans une logique de solution, puisque on a des problèmes, n'est-ce pas? Donc, je suis dans une logique de trouver des solutions ensemble. D'accord? Donc, on doit discuter. On n'est pas des ennemis. Ça veut dire on a comment on appelle, un objectif commun qui est le Tchad. Ça veut dire le Tchad qui nous réunit. Donc, on devrait arriver à discuter et avoir des solutions ensemble. C'est ça qui est très important. Donc, c'est dans ce sens que je lui ai envoyé la lettre. J'espère que s'il suit cette émission, il pourra peut-être nous répondre, puisque je voudrais lui donner l'opportunité de s'exprimer, puisque parfois, peut-être, on a mal compris ses intentions. D'accord? Donc, c'est très intéressant qu'on puisse l'écouter et puis expliquer sa part. Donc, c'est ça mes propos. Je pense qu'on tend vers la fin, n'est-ce pas? Oui. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu peux ajouter ou... Bon, c'est bon pour la soirée. OK. Donc, tout ce que je veux peut-être dire, c'est d'appeler surtout aux téléspectateurs de participer à ce débat, parce qu'il y a des choses intéressantes qu'on doit se dire. Il ne faudrait pas que les gens demeurent toujours indifférents face aux problèmes de notre pays. Donc, ceux qui se connectent et qui sont en train de nous suivre, qu'ils se joignent régulièrement à nos débats pour nous faire comprendre, éclaircir aussi certains sujets, et ça serait à notre avantage. Merci. Oui, merci beaucoup, Anthony, pour les analyses pertinentes. D'accord. Donc, on va finir pour aujourd'hui. Merci. Bye.